Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver comme à chaque fois en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Bien sûr, nous allons vous accompagner pendant 1h30 avec un plateau varié d'invités et de thématiques. Mais avant de découvrir notre premier invité, je vous laisse apprécier cette chanson que vous a choisie notre rédaction. On se retrouve juste après. نهيت حلتي ليت الاربعاء صغار نهيت حلتي ليت الاربعاء صغار في مولد النبوي في عامنا السبعاتوي الحمد والشكر للقوي حمد جزيل وفي ما كفي الكافي منان علي بفضلك جوار الهدي نكون في علا درجات ودايم لا تحويل والكنزي من مال العز حب طه رسول الله مو الختم الكريم بفضله امرنا الصلاه صلى الله عليه. دايما العطاء والمقصود الله لا تفتحني يوم نشور غدا في عرسات وفي نهار التهويل احسن دني واللي حسن دنو يتم منك بادرك جهل التغيير ولا نفع الطاعات ومقام بالليل خول كنزي وكمال العز حب طه رسول الله هو الخاتم الكريم فضله امرنا بصلاته صلى الله عليه. ورحم المسلمين كفاحين واللي مات وحقر وجليل ودياره ويحل دفرتها من قلبي وحشاه الحق درت العبارق واللي ما يحسن بيات وما يفهم تفصيل تابع كل الجدار في مديح وحسن بها رحمت اللي بدع الدجا اللي فلات وفي وجه الجليل قول كل زين ما العز حب طه رسول الله هو الخاتم الكريم فضله امرنا بصلاته صلى الله عليه. أمرنا بصلاته صلى الله عليه. قول كنزي من كمال العز حب طه رسول الله للخاتم الكريم فضله أمرنا بصلاته صلى الله عليه. قول كنزي
صلاته صلى الله عليه. قول كان زينك مال العز حب طه رسول الله. أمول الخاتم الكريم فضله أمرنا بصلاته صلى الله عليه. قول كان زينك مال العز حب طه رسول الله. أمول الخاتم الكريم فضله أمرنا بصلاته صلى الله عليه. وانا معشوق بي والسن زورايا مقبول. شد الشباك ليمنا وانظر المصطفى. وانا معشوق بي والسن زورايا مقبول. شد الشباك ليمنا وانظر المصطفى. وانا معشوق بي والسن زورايا مقبول. شد الشباك ليمنا وانظر المصطفى. وانا معشوق بي والسن زورايا مقبول. Belle chanson du groupe L'Ama de Kenadza, bien sûr. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre première rubrique. Je vous retrouve juste après ce jingle. Et nous entamons notre émission avec un thème pédagogique, en l'occurrence l'enseignement des langues étrangères dans le système éducatif algérien. Bien sûr, entre orientation pédagogique, numérisation et intelligence artificielle. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Qasmi Salima, enseignant-chercheur à l'université, chef département des langues. Bonjour et bienvenue. Bonjour, contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau et je vous remercie pour l'invitation. Plaisir partagé. Justement, nous allons aborder ce sujet qui est très important, l'apprentissage des langues, toutes sortes de langues, que ce soit espagnol, anglais, français, même si vous êtes enseignante de français. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les stratégies nationales de l'enseignement du français? Alors, des langues, pardon. On peut dire... D'abord, c'est que l'enseignement des langues étrangères en Algérie suit un peu ce qui se fait dans le monde et au niveau international. L'Algérie n'a jamais été coupée des innovations pédagogiques et didactiques dans le monde. Et comme preuve, l'évolution qu'a suivi le système éducatif algérien depuis l'indépendance. Donc nous avons pu voir sur le terrain plusieurs méthodes, plusieurs stratégies adoptées selon les besoins, selon ce qui se fait au niveau international, les recherches, les nouveautés. On peut commencer par dire, par exemple, juste après l'indépendance, c'était la méthodologie traduction, grammaire, c'est-à-dire le système classique où l'enseignant dispense un cours magistral. On se base sur les règles de la langue, comment conjuguer, comment construire des phrases, etc. Et là, on est arrivé à une nouvelle méthodologie qui est l'approche. On ne parle plus de méthodologie actuellement, on parle d'approche parce que c'est plus vaste. On est dans l'approche actionnelle où le besoin est d'agir, de faire agir l'apprenant pour qu'il soit vraiment autonome et maîtrisant. Donc, alors justement, le système éducatif dépend d'orientation pédagogique. À chaque fois, il y a un changement, une nouvelle politique de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'il a subi comme rénovation depuis l'indépendance? Alors, si on fait un petit parcours historique, on peut voir que l'évolution du système éducatif algérien peut se calquer sur ce qui s'est fait dans le domaine didactique international. Oui. Comme je viens de dire, on est parti de la grammaire-traduction où l'enseignement, c'était un enseignement magistral, l'apprenant absent, l'enseignant qui détient le savoir et qui le dispense. On est arrivé vers les années 80 à l'approche communicative qui a fait un peu bouger les choses avec la pédagogie par objectif. On a les objectifs spécifiques, générales, où chaque enseignement est émietté. En quelque sorte, c'est la critique qu'on faisait à cette méthodologie de l'époque. Maintenant, on est dans l'approche, l'APC, qu'on appelle APC, l'approche par compétences. Et l'enseignement se fait maintenant sur des compétences bien précises dans la langue. On essaye de faire développer chez l'apprenant les 4 compétences de base qui sont la production
et la réception de l'écrit de l'oral. Compréhension orale et écrite. Voilà, oui. tout à fait. Et on a l'interaction, cinquième compétence aussi indispensable, oui. voilà, à développer. On se base beaucoup plus sur des objectifs interactifs où l'apprenant prend le relais. Ce n'est plus l'enseignant qui est maître dans la classe, mais c'est l'apprenant qui n'est pas maître bien sûr, mais qui est le centre de l'enseignement. Et puis qui détient aussi un savoir et des connaissances prérequises, parce qu'auparavant, l'élève venait vierge, il n'avait aucune connaissance préalable. C'est la conception behavioriste ancienne qui concevait que l'apprenant venait comme un verre vide, un vase vide, et qu'on pouvait le remplir avec les savoirs que détenait l'enseignant. Alors, grâce aux recherches en métacognition, les neurosciences et tous les développements récents, on s'est rendu compte que l'apprenant n'est pas une feuille vierge sur laquelle on peut tout mettre. Il vient déjà prédisposé avec un certain nombre de savoirs. Oui. Voilà. Donc, avec l'Internet, l'arrivée des... Tout à fait, tout à fait. Les jeunes de maintenant, la génération de maintenant est mieux formée que les générations précédentes. Donc, il faut faire face à ces nouveautés, à ces nouveaux critères des apprenants de maintenant. Donc, alors justement, les courants sont divers, du behaviorisme qui dépendait du parcourisme, apprendre par cœur, au constructivisme, socio-constructivisme, arriver à l'approche par compétence. Le système éducatif algérien, bien sûr, il a suivi. À chaque fois, il y avait une époque. Comment font les enseignants justement pour passer d'un courant à un autre et surtout pour suivre ces orientations pédagogiques? Là, vous abordez un point très important qui est les difficultés que rencontrent les enseignants ou la mise en route des nouveautés didactiques et pédagogiques sur le terrain. On vient avec de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, mais pour les appliquer, il faut un certain temps et il faut surtout une formation. Donc la formation continue des enseignants. L'avantage maintenant, et grâce aux recherches récentes qui ont été faites sur le terrain algérien, c'est que la majorité des enseignants qui exercent actuellement ont en leur possession, détiennent un diplôme de master minimum ou de licence. Et même dans les canevas actuels, on a des modules en relation avec les stratégies, la didactique récente, etc., les nouvelles recherches en didactique. Donc, ils sont un peu préparés par rapport aux anciennes. Si je vous donne un petit exemple des années précédentes, quand l'approche par compétence a été appliquée dans le système éducatif algérien, au départ, c'était entre parenthèses, une petite catastrophe. Oui, c'était un peu catastrophique parce qu'il y avait certains qui n'arrivaient pas à suivre la nouveauté par manque de formation. Et depuis, je pense que la tutelle maintenant a pris en considération cette je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais cette étape, ce facteur, tout à fait. Et depuis, elle organise des formations au fur et à mesure. Dès qu'il y a un petit changement, même si ce n'est pas au niveau national, on peut le constater dans chaque wilaya, dans chaque circonscription. Il y a des inspecteurs qui forment les enseignants au fur et à mesure. Une mise à niveau des enseignants. C'est des mises à niveau, tout à fait, ce qu'on appelle la formation continue des enseignants. Et c'est un élément très, très important pour créer cette continuité entre les innovations pédagogiques et didactiques adoptées par la tutelle et leur réalisation sur le terrain. Parce que ce n'est pas toujours évident de prendre des décisions. La théorie est une chose, la classe en est une autre. Alors, l'apprentissage des langues se fait sur plusieurs années. Alors, à partir du primaire, on voit l'anglais qui a été introduit en troisième année primaire. Alors, comment ça se passe aux écoles primaires? Est-ce que les enfants sont vraiment préparés à concevoir deux langues étrangères en même temps? Là, il y a des ça change quand même par rapport aux anciens modèles classiques. Ça change aux anciens modèles auxquels on est habitué. Donc, on avait une seule langue étrangère au primaire, et même l'anglais, son insertion se faisait au collège, mais doucement et d'une manière vraiment progressive, contrairement à ce qui se fait maintenant. C'est vrai que les enfants ont deux langues, mais moi, j'appartiens à l'école qui dit qu'un enfant peut tout apprendre. Et il a des compétences. Et il a des compétences énormes, surtout comme vous venez de l'évoquer, par rapport il est exposé aux réseaux sociaux, à l'utilisation des langues, surtout par rapport à l'anglais, le français, l'espagnol. Moi, je connais des enfants qui essayent même de parler japonais, les coréens, allemand. Tout à fait. Donc, ils sont ouverts à toutes les langues.
À cet âge, oui, on commence par les deux langues, le français qui est un héritage national et l'anglais qui est devenu une langue indispensable pour le développement. Moi, je pense que les élèves peuvent vraiment suivre si, bien sûr, on continue avec une bonne formation des enseignants et ce qu'on appelle une pédagogie progressive. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas les bousculer, il faut leur donner le temps d'acquérir ces langues. Justement, on voyait autrefois l'exemple des petits Kabyles qui parlaient kabyle, arabe, français. C'était de manière spontanée, ils arrivaient à maîtriser le tout. Et même les études ont prouvé que l'enfant avant 10 ans, il a des compétences et des habilités à apprendre rapidement. Son cerveau, les recherches en neurosciences et en métacognition montrent que le cerveau de l'enfant peut vraiment apprendre. C'est comme une éponge, donc ça peut prendre une quantité de savoir et de connaissances incroyable. Sa glotte peut performer, peut s'adapter facilement à des sons. Quand on arrive à un certain âge, j'avais une enseignante à l'université qui nous donnait un exemple d'un son en kabyle, en langue kabyle, un kha que, oui, tout à fait, que beaucoup de personnes ne peuvent pas prononcer. Mais quand on est jeune, on peut vraiment apprendre à prononcer toutes les lettres sans difficulté. Tout à fait. Voilà. Alors, quand on parle d'outils pédagogiques, il y a l'utilisation d'éthique, des technologies de l'information et de la communication, appelées actuellement TIS parce qu'ils ont été introduits dans par la force des choses dans l'éducation et dans l'enseignement, apprentissage. Alors, pour les langues, c'est un outil indispensable, incontournable. Quel effet ça fait et puis comment on l'utilise pour améliorer Alors, les nouvelles technologies d'information et de communication, c'est un atout pour l'apprentissage des langues. Ça ouvre des portes qui n'existaient pas avant, avoir accès à des plateformes, à des applications interactives. Je peux télécharger, poser des questions, avoir des réponses. On a des ressources multimédia vraiment à la portée de la main, des dictionnaires, même pour la prononciation. Je peux écrire un mot, comment on prononce ce mot. C'est vraiment un atout. Et c'est un atout qui peut être utilisé à la fois par les enseignants et par les apprenants et qui peut être partagé par les deux. Puisqu'on parlait d'université aussi, il y a beaucoup de recherches à l'université qui vont dans ce sens. C'est-à-dire comment amener les enseignants à utiliser des technologies, des techniques d'information, les réseaux sociaux, etc., pour faire développer des compétences langagières, discursives chez les apprenants. Et les études montrent que c'est vraiment un secret de motivation énorme parce que quand l'élève de maintenant n'aime pas trop écrire, n'aime pas les exercices classiques traditionnels, mais quand on lui dit tu vas sur ton micro, sur ton portable, tu ouvres telle application, tu fais tel exercice, il le fait avec plaisir. Il le fait avec plaisir parce qu'il y a l'aspect ludique. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable et vraiment bien utiliser, bien sûr. La technologie ne peut pas remplacer l'enseignant. L'enseignant, c'est lui le moteur de l'application de cette pédagogie qui inclut la technologie. C'est le modérateur, il est là justement pour accompagner, pour choisir. C'est le mot que je cherchais, c'est le modérateur pour créer vraiment ce lien entre... Parce qu'un apprenant à qui on donne ces technologies, il ne saura pas quoi en faire, si ce n'est les utiliser dans un sens négatif, mais grâce à l'accompagnement de l'enseignant... Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi le volet. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément toutes fiables, donc il faut savoir faire le choix aussi. D'où l'intérêt d'avoir un médiateur, un guide, un accompagnateur pour montrer à l'apprenant comment utiliser ces outils. Alors, arrivant à l'université, on a parlé de TIS, mais il y a aussi le volet numérisation des plateformes. Il y a l'apprentissage à distance, il y a des modules qui se font à distance. Alors, c'est quoi cette nouveauté et surtout la contribution de coronavirus qui a apporté un plus dans ce volet? Oui. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'en Algérie, surtout à l'université, les enseignants étaient un peu réticents par rapport à l'utilisation de l'enseignement à distance. Pour nous, on était toujours attachés à ce modèle traditionnel de la présence des apprenants, il faut qu'ils soient là pour suivre. Mais depuis Corona, aussi négatif que ça soit comme période, elle nous a obligés à se convertir vers le numérique. Et je pense que depuis 2019, on est en 2026, l'apport est énorme. On a des cours, comme vous venez de dire, que les apprenants suivent de loin, à distance. Ça fait moins de charges pour les apprenants. Ils ont accès à plus d'informations qu'en présentiel
Et ce qui est avantageux aussi maintenant, c'est qu'à 80% des modules, ça se fait en hybride. C'est-à-dire, il y a un enseignement présentiel qui est accompagné d'un enseignement à distance pour préparer les apprenants à suivre plus tard. Pourquoi pas? Parce que maintenant, on sait que dans certains pays, même les doctorats, même les masters se font à 100% à distance. À distance, Et on espère Il y a même des y arriver. universités virtuelles. Hein. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc on peut être carrément diplômé, mais à distance, À sans distance, avoir... et c'est vraiment fiable, valable. Il y a des modalités Reconnu. d'évaluation. Pour nous, je pense que le problème, c'est l'évaluation. On se dit, si l'apprenant n'est pas là, on ne peut pas savoir s'il a vraiment appris, s'il a acquis. Mais si on fait, par exemple, en Algérie, à l'université, on a la plateforme Moodle qui est utilisée par les universités. Oui, c'est vrai que pour certains enseignants et certains apprenants, ils ne connaissent que la façade, dépôt des cours, les téléchargements, etc. Mais c'est vraiment énorme. On peut faire des quiz, on peut faire des interrogations limitées dans le temps. C'est-à-dire, c'est comme si on le fait en présentiel. C'est même meilleur. Parce que sans besoin de surveiller, de faire venir cette organisation pour les évaluations présentielles, on peut faire beaucoup de choses à travers cette plateforme. Alors, l'intelligence artificielle, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quand même une arme à double tranchant. À double tranchant, et c'est un peu épineux. Il faut savoir maîtriser, il faut savoir gérer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On sait que les étudiants maintenant utilisent ChatGPT, Gemini et tout ce qui en suit. Oui, pour un an. Absolument. Alors, c'est vrai que question. ça apporte une aide importante, mais c'est aussi un facteur dévastateur. Si on Comme laisse... vous venez de dire, c'est une arme à double tranchant. L'utilisation, je pense que c'est la même question que pour l'enseignement à distance. Maintenant, on est réticent, mais on va finir par se rendre à l'évidence que c'est un passage obligatoire. On est obligé d'utiliser l'intelligence artificielle dans notre enseignement et les apprenants dans leur apprentissage. Et ça va être la même chose. Il faut un accompagnement. Il faut une formation et une mise à niveau aussi. Une formation, une mise à niveau pour les enseignants d'abord, pour qu'ils puissent donner ça aux apprenants. Le problème majeur qui se pose, c'est l'éthique. C'est-à-dire, est-ce que quand je C'est ce que j'allais aborder justement. C'est l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le fait de s'approprier des propos, des informations qui ne sont pas les nôtres. Le plagiat. Voilà. C'est ça, c'est le plagiat, prendre directement des propos qui ne sont pas les nôtres. Ça crée une forme de fainéantisme, je dirais. Oui, on compte sur... De triche aussi. Hein. Oui, c'est ça le problème majeur. On a peur de l'intelligence artificielle dans ce sens. Mais si on arrive à l'utiliser intelligemment, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une source intarissable, je dirais. De développement de compétences. De développement, d'apprentissage, même pour les langues étrangères. On peut l'utiliser d'une manière intelligente et c'est là le rôle de l'enseignant. Il faut que ça commence par lui, faire des formations, des mises à niveau, s'enquérir ce qui se fait dans le monde, comment intégrer, c'est le mot, comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement-apprentissage sans porter atteinte à l'éthique et aux vraies connaissances. Je pense que la question n'a pas été encore résolue au niveau international. C'est tout récent aussi, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur du jour au jour. Même pas, on ne parle pas d'années, on parle de jours. De jours, exactement. Et c'est explosif. De ChatGPT, on se retrouve avec plein d'autres applications. Maintenant, on regarde des vidéos sur les réseaux sociaux et on se dit, non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. On n'arrive plus à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment l'éthique et l'esprit critique. Moi, je pense que ce qu'il faut développer maintenant chez les apprenants, en premier lieu, c'est l'esprit critique. Prendre l'information, se dire d'abord... Analytique aussi. Voilà. Se dire d'abord, est-ce que c'est vrai ou pas? Comment je vérifie l'authenticité, la fiabilité de cette information? Une fois on a cet esprit critique, on peut être dans l'éthique, on peut utiliser consciemment l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, bien sûr, pour chaque fin de cycle, il y a un mémoire à préparer, que ce soit pour master, pour doctorat ou autre. Mais comment faire justement face au plagiat, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment évaluer la compétence de la personne si on arrive juste à évaluer à travers une copie remplie? Alors, dans les langues étrangères, c'est un peu problématique parce que dans les autres domaines, même si on a recours à l'intelligence artificielle répond
aux questions que vous lui donnez. Donc, si on ne pose pas la bonne question, on n'a pas la bonne réponse. Oui. Mais dans le domaine des langues étrangères, certes, on a une problématique, des hypothèses et tout, mais on a aussi la maîtrise de la langue. Oui. Ce qui est un peu dévié par l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire des thèses sans écrire un mot. Moi, je lui explique ce que je veux. Et il me certes, fait il y a de l'aspect tout. recherche. C'est ça ce qui fait débat au niveau international. Parce que l'intelligence artificielle ne vous donne pas des problématiques. Et même si elle vous donne une problématique, elle ne répond pas au contexte. C'est-à-dire, quand je fais une recherche, l'intelligence artificielle m'aide dans la mesure où moi, je lui donne des informations pertinentes. Oui. Si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas m'aider. Mais dans la langue étrangère, la rédaction, elle fait partie de l'effort du chercheur. Donc, s'il ne fait pas l'effort de rédiger lui-même le contenu de son travail, là, c'est vraiment du On plagiat. va se retrouver avec des notes qui reflètent pas forcément, n'appartiennent pas, oui, qui ne sont reflètent pas pas forcément le niveau. Tout à fait, tout à fait. Donc l'évaluation de la compétence, là, c'est ce que je disais aussi, la formation, il faut former les enseignants à changer leur mode d'évaluation. L'évaluation classique du parcourisme ne fait plus ses preuves. Il faut que ce soit des questions d'intelligence, mais avec l'intelligence, de réflexion, décortiquer, l'esprit critique, trouver... D'analyse, synthèse, voilà. il faut savoir... utiliser le tout. Tout à fait, tout à fait. Puisque l'information est là, on peut la trouver facilement. Comment utiliser cette information? Et ça doit être ça, l'évaluation. Justement, alors, quand on parle d'évaluation, il y a aussi un volet qui me traverse l'esprit, c'est la correction des erreurs qui étaient autrefois fautes impardonnables. Aujourd'hui, on voit l'erreur comme apport pour savoir... Oui. C'est un tremplin de l'éducation. Il y a toute une pédagogie qui est fondée sur la pédagogie de l'erreur avec Astofli. C'est indispensable. Maintenant, on a appris que, grâce aux recherches, que si l'élève ne fait pas des erreurs, il ne pourra pas n'apprend apprendre. Absolument. Il faut qu'il se trompe, qu'il se corrige, qu'il soit conscient. La conscientisation de l'erreur, il faut qu'il se rende compte qu'il a fait telle erreur, pourquoi il l'a fait et comment il doit faire pour la corriger. Ainsi, il ne va plus la refaire. Et puis, c'est pas mal vu et c'est pas forcément synonyme d'échec. D'ailleurs, on arrive à repérer parfois quelques carences, lacunes à travers une erreur. Tout à fait. Même on ne sanctionne plus l'erreur maintenant. Au contraire, on doit s'en servir pour améliorer l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui prime? C'est l'écrit ou l'oral dans l'enseignement des langues? En Algérie, c'est l'écrit, dans le système éducatif. Oui. Contrairement à ce qui se fait dans les écoles de langue privées ou autres, même institutionnelles, comme le centre d'enseignement des langues intensifs, c'est l'oral. Mais dans le système éducatif, depuis la 3e année, je pense que dans toutes les langues, à commencer par l'arabe, c'est l'écrit. Si on n'écrit pas, on ne peut pas être évalué. Oui. Voilà, l'oral malheureusement il est marginalisé, surtout pour les langues étrangères, et c'est ça qui fait un peu défaut à notre enseignement. C'est ce que j'allais poser comme... Oui, parce qu'on trouve des gens qui, quand ils font des efforts, ils arrivent quand même à écrire quelque chose, voilà. Oui, mais pour répondre à une question, pour interagir surtout. Interagir. Mais on a dit que la 5e compétence, c'est l'interaction. Donc, si on n'arrive pas à interagir, et la communication, quand on dit l'approche communicative, l'approche actionnelle, agir sur l'autre, c'est être en interaction, être capable de dire, de répondre, de comprendre spontanément. Malheureusement, cet aspect n'est pas... Oui, parce que c'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal avec justement l'approche par compétence qui veut mettre comment on appelle ça, l'apprenant dans une situation réelle ou devant un problème à résoudre et qui doit justement se débrouiller pour trouver solution, pour parler couramment et se faire comprendre et se faire comprendre, les deux. Tout à fait. C'est que dans l'enseignement qu'on a maintenant, il y a des barrières entre les différentes compétences, entre la compétence orale à la production, à la réception. Après, on a la production écrite. Compréhension orale. Maintenant, par exemple, dans une recherche que j'ai lue récemment, on a trouvé plusieurs recherches, pas une seule. On a trouvé que les apprenants, si je donne un exemple, quand ils voient un texte, ils vous disent ça c'est un texte argumentatif, ça c'est un texte narratif, ils reconnaissent facilement la typologie, la ponctuation, ils arrivent à reconnaître. Mais quand on leur demande de produire ne serait-ce qu'une partie d'un texte argumentatif, impossible. Impossible. Donc là, on voit qu'il y a un décalage, alors que les compétences, voilà.
Les compétences, c'est un silo qui doit fonctionner en bloc. Oui. Cette séparation est beaucoup plus théorique pour organiser les tâches, les activités, faire une progression spiralaire, etc. Mais dans la réalité, la communication n'est pas « tiens, moi je comprends, je ne parle pas, moi j'écris, je lis, mais je n'écris pas ». Non, ça doit être un ensemble. Je pense que c'est cette interaction entre ces compétences qui fait défaut un peu dans l'enseignement des langues chez nous. De par votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez relevé justement de votre expérience, que ce soit dans l'enseignement fondamental ou universitaire? Alors, premièrement, ce que j'ai relevé, c'est que la motivation et la passion, c'est les clés de l'apprentissage des langues. Oui. Si l'apprenant n'a pas cette motivation, impossible de le faire bouger. Oui. On a beau utiliser l'intelligence artificielle, l'enseignement à distance, toutes les méthodes qui puissent exister, Oui, impossible de déclencher l'apprenant s'il n'a pas cette étincelle en lui. Donc il faut développer. Et la motivation, c'est pas uniquement intrinsèque, hein. On peut créer la motivation chez l'apprenant. Donc je pense qu'une très grande partie de la formation des formateurs, c'est-à-dire des enseignants, doit prendre en considération la motivation. Aussi, on doit suivre ce qui se fait par rapport à contextualisation des enseignements. Chaque région a ses particularités. Moi, je trouve qu'il est un peu déséquilibré d'essayer d'appliquer exactement les mêmes choses, les mêmes règles. Voilà, partout. Dans des régions où il y a déjà le bain linguistique. Tout à fait, tout à fait. Le programme peut très bien être appliqué dans une région et pas dans une autre. Malheureusement, l'enseignant, on ne lui laisse pas une grande marge. Il est tenu par des dates, il est tenu par un programme. On lui dit il faut commencer, par exemple, juste pour la progression. On dit que la progression est spiralaire et d'un cycle à un autre, on consolide et on enrichit les compétences. Mais malheureusement, l'enseignant est tenu par des dates. On lui dit 2 semaines, tu dois faire tel projet. 1 semaine, tu dois finir ça. Sans prendre en considération le niveau déjà des apprenants. Tout à fait. Donc il y a déjà les acquis de base qui ne sont pas les mêmes. Au niveau national, je ne parle pas des petites disparités, parce qu'on parle même de la différenciation pédagogique, prendre en considération l'hétérogénéité d'une classe. Certes, il y a un bon élève, il y a un moins bon, il y a cette différence entre les apprenants. Ils ne sont pas tous égaux, mais quand même, des fois, il y a des écarts énormes qui empêchent l'application des directives institutionnelles, de certaines méthodes, qui obligent l'enseignant. Maintenant, quand je suis au lycée, en première AS, et on me dit l'apprenant doit écrire un texte narratif en utilisant les temps de la narration, alors que l'élève n'arrive pas encore à conjuguer un verbe au présent, et je lui demande d'utiliser le passé simple et de faire des passages de style direct au style indirect, avec le verbe introducteur. C'est vraiment, moi je trouve que c'est très très difficile à appliquer. Donc l'enseignant, certes, il doit se former, il doit être toujours d'actualité, mais il ne détient pas une baguette magique. Il y a certains éléments à prendre en considération dans le programme même, dans son application. Qu'il soit réaliste. Je vous remercie pour toutes ces informations. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, je souhaite un nouveau souffle à l'enseignement des langues étrangères en Algérie, oui, parce que c'est un atout. Comme on doit maîtriser actuellement les technologies, l'intelligence artificielle, l'utilisation ou l'apprentissage des langues est indispensable. C'est une arme que doit détenir chaque personne, je dirais. C'est un moyen de développement pour réaliser ce qu'on veut, même si on n'est pas dans le domaine de la recherche académique, etc. Même pour la vie de tous les jours, maintenant aussi. Je donne un exemple très simple pour les Instagrammeurs, les influenceurs, etc. Être capable de parler plusieurs langues, c'est un atout, ça donne plus de followers, etc. Donc, j'espère aussi que les programmes suivent un peu les réalités du terrain. Et je vous remercie pour votre invitation, encore une fois. Eh ben, c'est moi qui vous remercie pour toutes ces informations, Madame Qasmi. J'ai été très ravie de vous accueillir ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
عليك رحمة الله أيها الفنان عليك رحمة الله بلغ الكلام لمكان خواه والصحبي بينا نعملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحبوه لمكان خواه والصحبي بينا نعملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحبوه حد شملك ما زال بقي شملك مازال بقي مازال بقي مازال بقي مكان خواه والصحبي بينا نحملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحبوه مكان خواه والصحبي بينا نحملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحبوه كنت مع الخواتقي مع الخواتقي قلتي تقي قلتي تقي فيك يا بنات يوم خويتي كانوا فيك يا بنات يوم خويتي كانوا فيك يا بنات يوم خويتي كانوا فيك يا بنات يوم خويتي كان فيك يا بنات يوم خويتي كانوا فيك يا بنات يوم خويتي كانوا فيك جيت فنان علينا خلينا بمكان حيين شكون فنان بيدنا وانا مترك سمعين اليوم فينا وانا مترك الحضرين حاضرين شعوب باكين عليك حباب مغنيين عليك شعوب باكين عليك حباب مغنيين عليك عليكم رحمة الله عليكم رحمة الله كلام زمان يدوب تفكريك انا والخاوة كلام زمان يدوب خليلك بالتاريخ حلاوة كلام زمان يدوب تفكريك انا والخاوة كلام زمان يدوب خليلك بالتاريخ حلاوة عليكم رحمة الله عليكم رحمة الله رحنا عليك وحزمة وخونا الطهر كبير يا شيخ المشي وحزمة وخونا الطهر كبير يا شيخ المشي صغيت من غامكم وانا يا صغير رحنا عليك كمال والعنقال سنين وهدي والشعبي الحديد كمال والعنقال سنين وهدي والشعبي الحديد هذه هي الخاوة الأساس متين رحنا عليك وزهر دم وسعيد بابا المشباري والطيري وزهر دم وسعيد بابا المشباري والطيري شيخ بدي واللي جمعهم كاملين رحنا عليك وحزمة وخونا الطهر كبير يا شيخ المشي وحزمة وخونا الطهر كبير يا شيخ المشي صغيت من غامكم وانا يا صغير
belle chanson du groupe Sed de Béchar, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre deuxième plateau. Je retrouve mes invités juste après ce jingle. Notre rubrique sportive de ce matin concerne un sport, une discipline qui attire de plus en plus de sportifs de très jeune âge. C'est la boxe en l'occurrence. Alors j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés le président du club, Monsieur Aïchoun Alaeddin, ainsi que Sia et Mahdawi Mohamed. Bonjour, bienvenue, marhaba bikoum. Sia, un prénom vraiment très particulier, c'est notre championne d'Algérie. Alors, مرحبا بك en tant que président du club, واش تقدر تقول لنا على لو كلوب تعرفه لنا وش البدايات نتاعو واش من سنه؟ نادي مواهب الثورة للملاكمة هو نادي رياضي تربوي. حنا خدمنا بداية الحلم كانت سنة 2018 الأول نهار اللي ديت فيه أنا ديبلوم تاع اونترينور. بعد بدا النشأة نتاعه كان تأسيس تاعه سنة 2022 وكنحقق أول مشاركة في بطولة العالم بملاكمة في البطولة العالمية المدرسية. واليوم الحمد لله راه عندنا في النادي عندنا بطلة إفريقيا العام الماضي أيضا في البطولة المدرسية وعندنا عدة إنجازات وطنية. الله يبارك. دونك عندكم دي ترونش داج، اصغر واحد ممكن في الكلوب نتاعكم شحال في العمر تاعه والماكسيموم تاع لاج اللي تتقبلوا فيه لي زاتليت؟ الأصغر لاج عندي دي زاتليت عندهم 5 سنين. تري جون، 5 سنين يلعب لا بوكس. سي دي غارسون ولا سي دي في؟ عندي في لي غارسون في لي في ولاد وبنات. الله يبارك. دونك ما كانش اج ليميت وين ما كانش لاج نيمبورت كيل اج يقدروا يلتحقوا بالنادي. وين فوز اكزيرسي، وين حالين لو كلوب؟ في 18 فيفري فاج البرقة. Très bien. Donc, مازال كاين لا بوسيبيليتي بور لي جون كي فول اديري ولا كاين اللي باغي يدخل معاكم؟ ألف مرحبا. احنا كاين إقبال؟ ألف مرحبا، النادي مفتوح. الله يبارك. الوغ اهم الاهداف نتاع النادي نتاعكم بالنسبه لي جون واش تحوسوا تحققوا من خلال هذا النادي؟ النادي تاعنا الحمد لله هذا العام ان شاء الله بالك عندنا 7 تاع لي زاتلات في الفريق الوطني. نتمناو من هاد لي زاتلات عندنا في لي سينيور عندي 2 زاتلات في السينيور راح يشاركوا هذه الخطره بالك في البطوله تاع سترونجا. ان شاء الله يكون معاهم ان شاء الله يحققوا لي الحلم الاولمبي ان شاء الله. يكون اول ميداليه للجنوب الجزائري تكون من نادي مواهب الثوره ان شاء الله. ان شاء الله. دونك انت بديت لي في التعريف نتاع النادي قلت لي تربوي، وهذا فولي تري امبورطون وين التربيه تلعب دور كبير، ماشي برك كديسيبلين ولا كرياضه. يقول لك من بكري العقل السليم في الجسم السليم، دونك يمشوا مع بعض. وايضا كيفاش تخلوا هاد الشباب انهم يبتعدوا عن الافات الاجتماعيه وينضموا للرياضه. اهم الاهداف نتاعنا هي الانضباط ونزرعوا فيهم القيم والروح الوطنيه. أكيد. يكون مواطن صالح ويكون يحب البلاد نتاعه ويحب يشرف البلاد نتاعه ويمارس الرياضه وايضا شعور بالانتماء، تبعدهم على الافات الاجتماعيه. كيفاش كان يجي عندك واحد باغ اكزومبل ماهوش ديسيبليني، ان انفون بالك تاع 7 سنين 10 سنين تاع لادوليسونس 12 ولا وين ما يبغيش الوالدين تاعه يتحكموا فيه، ولا كيفاش ترجعوا عنده لا ديسيبلين جوستومون، تعلموه كيفاش يتبع الاوامر، يتبع الامور المليحه، ما يروحش الحوايج اللي مش مليحه. هو مجرد انه يلتحق بالنادي راح يلقى روحه في وسط عائله راح يتعلم. احنا الحمد لله رانا شغل جيل بجيل. كاين عندي بزاف ملاكمين اللي قادرين ياثروا عليه ويرجعوا للطريق صواب. تري بيان. وحنا هذا هو الهدف من الرياضه، انه الواحد ما يبقاش عنده وقت فراغ ويضيعه هاك وهاك، انه ينضموا في انديه اللي تنفعهم. بيان سور راهم حدانا 2 زاتليت، الوغ تقدر تبريزونتيهم لنا. نايب سيا اللي هي بطله الجزائر مؤخرا. صباح الخير، مرحبا بك. يسلمك. معك البطله نائب سيا ملاكمه في وزن 54 كيلوغرام. الحمد لله تحصلت على المرتبه الاولى في هذه البطوله. الوغ سيا، كيفاش انضميتي لهذا النادي وواش كيفاش كان حلم من صغر، ولا بديتيها هكذا كهوايه ولا كيفاش؟ ملي كنت صغيره انا كان شغل حلم عندي شغل ندخل ملاكمه ونحقق ميداليات. وقتاش بديتي، وقتاش التحقتي كان في عمري 13 سنه. ودرك شحال عندك؟ دوك عندي 16 سنه. 3 سنين، دونك صافي 3 زون اللي التحقت.
وكيفاش لقيتي لاكوي، كيفاش استقبلوك الفريق هذا تاع الملاكمه، كيفاش كان الدعم تاع العائله تاعك؟ سورتو بوكس بور اون فيس بارفوا ما يشوفوهاش فاسيلمون، بنت تبوكسي مش حاجه سهله. ماهيش حاجة سهلة. الحمد لله كي دخلت الشيخ تاعي شاف فيا شغل ضوء باللي نقدر نبوكسي، ودعمتني تاني الأم تاعي باش نكمل. والحلم تاعك واش هو درك؟ إن شاء الله نشرف بلادي ونحقق ميدالية عالمية وأولمبية، تكون أول ميدالية إن شاء الله للجنوب. شكون الموديل تاعك في الملاكمه؟ إن شاء الله إيم خليف. ايمان خليف. البطله الجزائريه اكيد هي ملهمه كل الملاكمين. اعطي الميكروفون لمحمد مهداوي. مرحبا بك، سلمك. انت ثاني بطل الجزائر. واه. احكي لنا كيفاش التحقت بهذا الفن بسم الله ويسموه سميت. الفن النبيل. بسم الله، سميتي مهداوي محمد، في وزن 39 كيلوغرام. أول ميدالية ذهبية في الأصاغر. نشكر انت شاركت في فئه الاصاغر. الوزن شحال؟ 39 39 كيلوغرام. كيلو، وتحصلت على ميداليه ذهبيه المرتبه الاولى. كيفاش كان احساسك لما تحصلت على الميداليه؟ شعور كبير، سنوات. شحال خدمت في الابوكس قبل ما تدي الميداليه؟ شحال وانت تونطريني وشحال تعبت وشحال من ضربات ديتهم باش تجيب هذه الميداليه؟ سنين. ها؟ تعبت بزاف. شحال قعدت من عام؟ شحال من عام وانت تلعب؟ أنا لعبت خطرة وقعدت نخسر، عاود جاهدت مليح، تحصلت على مرتبة أولى. بصح وقتاش التحقت بالنادي هذا؟ عندك بزاف ولا غير جديد فيه؟ 2020. ايه راك قديم. 2020 حليت معاهم النادي. شحال كان في عمرك لما التحقت؟ كنت صغير بزاف. الاوائل تاع النادي. بصح كان صغير. شحال كان عندك؟ 5 سنين 6؟ 5 سنين. واه. 5 سنين ما شاء الله. دونك العمل والمثابرة أكيد يخلوا صاحبهم يوصل. أنت دخلت صغير وديت ضربات أكيد. تحصل العام الماضي على المرتبه الثالثه وطنيا. الله يبارك. وهذا دونك العام- طلعت حبة حبة. رحت للمركز الثالث واليوم راك الحمد لله مشرف الولاية. والديك كيفاش افتخروا بيك، فرحوا بيك، واش قالوا لك لما ديت الميدالية؟ افتخار كبير. شكون اللي يدعمك أكثر، الأب ولا الأم؟ شكون اللي يدعمك في هذا زوج. الرياضة؟ في زوج. وأنت كي تربح الميدالية شكون اللي تبغي تهدي له الفوز نتاعك؟ الشيخ تاعنا. للشيخ اكيد. هو الموتيفاسيون تاعكم رقم واحد، يعني هو الملهم تاعكم وهو اللي تبغوا تفرحوه. واه. ما شاء الله. واش تقدر تقول للناس اللي راهي باغيه تلعب البوكس وبالك خايفه، يقول لك انا دوك ندي ضربه بالك تخسر لي وجهي، بالك مانيش عارفه، نخاف نضرب شي واحد ندير فيه كاش حاجه. واش هو البوكس؟ وسورتو انه يسموه الفن النبيل. كيفاش واش يمثل لك الملاكمه بالنسبه لك؟ تمثل الرياضة جميلة. شابه ما فيهاش غير الضرب، واه. فيها واحد الروح، فيها واحد روح الفريق، فيها واحد روح جميلة. الجو العائلي بيناتكم. بزاف. نعاود نرجع ليك المدرب ورئيس النادي. كيفاش تتعامل مع هاد الاطفال لما يجوك لاول مره؟ كاين واحدين متخوفين، كاين اولياء اللي يخافوا على اولادهم يدوا ضربات. لما يتصاب عندك واحد مثلا كيفاش يكون رد فعل الاولياء نتاعه؟ عندنا هاد الاطفال اللي هما ماشي نشوفوهم فقط ميداليات، او احنا رانا كل شخص رانا نشوفوا فيه روح التحدي والاصرار، وكل واحد راه عنده قصه ملهمه شوف الاستمراريه تاع البطل المهداوي كيفاش كان في البدايه تاعه، كيفاش كان وراك تشوف فيه يتطور درجه بدرجه، حتى اول مشاركه كانت له العام الماضي حقق المرتبه الثالثه وطنيا، حيث ما شغل كانت بطولتين في نفس الوقت. كنت في البطوله مع الاناث في ولايه واد سوف، حيث حققنا نتائج ايجابيه. كانت خرجت بطله الجزائر في نفس الوقت. كان هو اذا كان عنده نصف نهائي في الجزائر العاصمه. دونك في ولايتين مختلفتين. وكيفاش درتوا؟ كيفاش وفقتوا ما بين هو الاثنين؟ راح مع مدرب اخر داك. حقق المرتبه الثالثه، وكي رجع للنادي شغل قعدنا نشوفوا في هذاك الحزن تاع كان باغي الاولى. المرتبه الاولى. والحمد لله سعى وصلها. للحلم تاعه وحققه هذه السنه. وهذا هو الواحد ما يطلقش من الحلم تاعه، انه يبقى واثق في نفسه وانه يزيد يحسن ويطور نفسه. الخطا في الاول ممكن نتعلموا من اخطائنا ونطوروا انفسنا، ولا كيفاه سيا؟ واش تعلمتي انت؟ بطلة الجزائر مرة ثانية، العام الماضي كانت أيضا بطلة الجزائر. خدتها مرتين. الوغ واش تقولنا على المشاركة نتاعكم كنادي في مختلف البطولات وأهم الألقاب اللي حققتوها؟ احنا هاد السنة كان عندنا 4 ميداليات ذهبية و3 فضية وواحدة برونزية، هذه في البطولات الوطنية. الله يبارك. عندي 4 ملاكمات، 4 ملاكمات في الفريق الوطني. ما شاء الله. دونك شحال العدد نتاع لي زاتليت اللي عندك ديجا في الكلوب اللي راهم يتدربوا معاكم؟ عندي العدد الإجمالي. 120 أطلس. الله يبارك.
دونك سي سيغ ما يونطرينوش كامل مع بعض، هضروا عندهم لا دي لا، ما سيونس عندهمش. مفترقين. عندهم كيفاش راكم موزعهم على اساس لو نيفو لا، ولا لا اساس لاج لاج. عندي الاناث دايرهم مع الاصاغر لي زيكول والمينيم، والاواسط والاكابر مع بعض. وساعات التدريب تقريبا شحال راهم يديروا في اسبوعيا؟ تقريبا حسب هادو الساعة. اللي عندهم المنافسه عندهم يوميا تدريب، شحال من ساعه؟ عندهم كل يوم. وي مش شحال من ساعه تقريبا؟ ساعتين في اليوم، 3 سوايع، لا، شحال من ساعه ساعه؟ ونصف. ساعة ونصف. دونك حصة فيها ساعة ونصف. لما يكونوا يتحضروا للمنافسات ياخذوا 1h30 عندهم نهار روبو، عندهم 6 فوا بار سومان. 6 sur 7. دونك سي تو لي جور عندهم بالك الجمعة. عندهم شغل 3 فوا، شغل الاصاغر مع الاناث عندهم 3 فوا، والاكابر والاواسط 3 فوا، والاخرين ندير لهم 3 فوا تاع جماعه الكومبيتيسيون يحضروا المنافسات. دونك انت اللي راك 6 sur 7، انت اللي ما راكش تريح أنا كامل، اللي مي هما راك عاطيهم دي ترونش وين يريحوا ويخدموا تري بيان. دونك باسكو لازم خاصهم يقروا ثاني، عندهم قرايتهم اون باراليل اللي لازم يحافظوا عليها، عندهم دي زوبليغاسيون في الدار. مي كي يكونوا لي كومبيتيسيون كيفاش يديروا؟ يحبسوا القرايه، يديروا يسابسونت، كيفاش يديروا؟ دي فوا تجيهم لي كومبيتيسيون مع سيرتو اللي يكون في ليكيب ناسيونال، دي ستاج مع ليكيب ناسيونال. انا مع بحكم اني بروف مات استاذ تاع رياضيات، العام الماضي كنت نقاسي معاه بعد مع النائب سي، كنا شغل نعاود كي تجي من ستاج نعاود نقيسيو كيفاش غاترابي. مي سينون تتغيب وتعطي جوستيفيكاسيون بلي كون elle fait partie de l'équipe nationale qui est important d'ailleurs. شغل من لا فيدراسيون الاتحاديه الجزائريه تعطينا جوستيفيكاسيون. وي دونك elle arrive à joindre l'utile à l'agréable، تقرا شويه وتلعب شويه وفينالمون النتائج تاعها كيفاش راهم النتائج المدرسيه؟ اون كال اني راكي دروك؟ الله يبارك. دونك العام الجاي ان شاء الله يكون عندك الميكروفون، برك عطي لها الميكرو. الوغ راكي قلتي لي دوزيام اني في الليسي، العام الجاي ان شاء الله البكالوريا ان شاء الله. نتائجك الدراسيه راها مليحه الحمد لله مليحه. دونك البوكس مأثره ايجابيا على حياتك، عندك ان اكيليبر ما بين الدراسه وما بين الرياضه، وقدرتي توفقي ما بين الاثنين. اكيد دوك الرياضه راها شغل، راها تربي شخصيتك، وراها شغل تعلمك المسؤوليه، شغل باش تنظمي وقتك بين القرايه والبوكس. انت قلتي لي التحقتي بالكلوب هذا صافي 3 ans. سيا قبل الملاكمه وسيا بعد الملاكمه، واش تغير فيها؟ ماشي كيف خاصه في الشخصيه. واش هي الحاجه اللي تغيرت؟ شغل القوة الشخصيه وتربات بزاف حوايج. يعني شفتي باللي اثر فيك ايجابيا الانضمام نتاعك لهذا النادي؟ ايجابيا. وعائلتك كيفاش شافوك؟ حسوا بهذا التغيير ولا حسيتي هذا؟ حسوا، دعموني، كوراجوني باش نكمل. وتشجيع راه جايك من الوالد، من الوالده، من الاخوه اخوات؟ شكون الاول اللي شجعك ودعمك باش هذا التوجه؟ نهار الاول كي قلتي لهم انا بنت وحابه ندير بوكس، كيفاش كان تقبل الفكره؟ طبعا الام تاعي قالت لي ماذا بيا تدخلي السبور. وعلاش شجعتك على السبور؟ واش كانت شايفه فيك؟ كانت شايفه فيك بلي عندك حاجه هكذا؟ شغل انا عطيتها الفكره تاعي باللي عجبني البوكس وباغا ندير ننجح نكون بطله، ودعمتني. شجعتك عجبتها الفكره. تري بيان. ممكن رساله توجهيها للناس اللي كيفك، سورتو البنات اللي بالك خايفين حشمانين، يقولوا بالك ما يشوفوش فينا مليح كي كان درنا بوكس، واش تقولي لهم؟ دوك البوكس هي رياضه، فن نبيل، يربي شخصيتك، ماشي دائما شغل يكون قوه وضرب وهاك، فيه بزاف حوايج. تكون عندك شغل عائله ثانيه تاني كي تكوني في البوكس. هو فن، ماشي برك معركه ولا حرب في ميدان. كاين اللي يشوفوه بزاف شغل حربوا منه. ونقول لكم دخلوا، نقول لهم التحقوا راكم ديجا 120 وعندكم الوقت باش ديروا لي سيونس نتاعكم الاز. هذوك لي غون اسكو راكم تشروهم يوفروهم لكم النادي؟ كيفاش راكم ديروا؟ يوفروهم لنا النادي، يجيبهم لكم النادي. دونك بيناتكم تتسلفوا مع بعضاكم، كيفاش راكم تقدروا الامور بيناتكم كجو عائلي لداخل؟ كي يكونوا مع بعض باينه باللي نسلفوا بين بعضنا، يكون اصلا موفر لنا النادي. دونك راه كاين واحد العلاقه يعني عائليه فraternelle اخويه بيناتكم. اكيد. ما شاء الله. نعاود نرجع ليك، واش هو الاهداف نتاع النادي مستقبلا؟ هل عندها طموحات للمشاركات ممكن اقليميه، قاريه، عالميه؟ نتمنى احنا الهدف الاول للنادي، قلنا الهدف هو تربوي. الهدف الثاني اللي رانا نسعوا عليه ان هذا احنا النادي كنادي كي توصل ل 3 انه يخرج بطل الجزائر، خلاص بلا كملت المهمه تاعك. هنا راح يستلموه الفريق الوطني، هما اللي راح يخدموا معاه وراح يوصلوا ان شاء الله يكون بطل القاري ولا بطل دولي. طموحاتكم ممكن هل هناك مدرسه ولا مش عارف، ممكن نتخموا في فتح
اماكن ولا مراكز تكوين واحده اخرى؟ ان شاء الله ان شاء الله اذا كانت كاين الامكانيات علاه لا نديروا مراكز تكوين ومراكز اهم نكونوا المشاركات مدربين. اللي شاركتوا فيها، حكيت لي غير على السنه هذه، في السنوات الماضيه كانت عندكم مشاركات وطنيه ولا جهويه؟ كنت عندنا احنا رانا الحمد لله رانا من سنه العام الماضي كان النادي تاعنا مصنف سادسا وطنيا، حقق مرتبه سادسه وطنيا من الانديه المصنفه اللي شغل احنا كاين 192 نادي ولا في الجيري. تما كي تكون من الانديه العشره المصنفه يكون عندك حتى اننا شاركنا شاركنا في المجمع التقني تاع الاتحاديه للملاكمه. احنا عندنا بطل دولي حمري محمد اللي حقق نتائج رائعة على المستوى الدولي، هل تستفادوا من الخبرة نتاعه؟ هل عندكم علاقة معه؟ عندنا علاقه جد وطيده بالبطل اللي نشكره من هذا المنبر. ملهم الشباب. انا كنا في هذه المره كنت في البطوله الوطنيه اساغر، كنت مشارك، كنت ديتهم شخصيا، وكان عندي لي زاتلات كما الاناث، وكان عندي الاشبال والاواسط كانوا في اطار التحضير اللي هو وقف معاهم وحضر لهم شغل، قعدوا معاه بريبارا معاهم ان ستاج، قعد معاهم مده تاع قريب 20 يوم يحضر فيهم. حاجة مليحة. دونك هو ديجا راه بطل عالمي ومن ولد ابن المنطقة ويعرف أكيد في التيران، وراح يكون مثال يحتذى به بالنسبة للأبناء نتاع النادي نتاعكم، أنهم يشوفوا ويحتكوا بواحد اللي راح مكانة عالية وعالمية. قول لي محمد، كيفاش تلاقيت نتاع حمري ولا ما تلاقيتهاش؟ أعطيه الميكروفون. تلقيت كيفاش كان اللقاء؟ احكي لي كيفاش كان اللقاء تاعك معه. لقاء جميل. واش حسيت كي شفته؟ انت موالف تشوفه غير من شاشه التلفزيون، لقيته قدامك، هل سالته كيفاش؟ هل تدربت معاه؟ واش كيفاش؟ احكي لي. دربنا معاه واش هو قال لك كيفاش دير تضرب، ولا لقاك تعرف ديجا، ولا وهو راني هو وراك؟ زاد وراني. واش حاجه اللي تعلمتها عليه اللي ما كنتش تعرفها في النادي ممكن علمها لك هو، ولا استفدت منها من الاحتكاك مع لاعب عالمي كيما حمري؟ يقول لك ضرب ضربة ما تطيحش. قواك ما خلاكش تخاف. المدرب تاعكم يحن فيكم شويه، يقول لكم لا باش ما تنصابوش، بصح هو قال لك اضربوا ما تخافش. يعطيك الصحة ولدي. ممكن كلمة أخيرة، وش هي طموحاتكم كنادي، وش هو رؤيتكم لمستقبل هذا الشباب؟ رانا نشوفوا فيهم اليوم صغار ولكن غدا راح يكونوا هم المستقبل، ليك كمدرب. الحمد لله احنا رانا نرافقوهم، احنا واقفين معاهم ان شاء الله، نوصلوا ان شاء الله الطموحات نتاعهم ويكونوا ويشرفونا، يشرفوا ولاية بشار، رفعوا لنا الرايه ان شاء الله. كيفاش راك تشوف في المستقبل نتاعهم؟ تراك فولي كوتواي دو تري بري، راك تشوف باللي كومبيتونس تاعهم، اسكو تستنى منهم نتائج في المستقبل؟ لا الحمد لله احنا هذا تقريبا كل الجنوب الجزائري يذخر بمواهب، عده مواهب راه نعتبر ان عنده منجم نتاع مواهب. احنا ان شاء الله فقط التأطير، منجم من الماس ماشي برك من ذهب. احنا فقط التأطير، وهاد الملاكمين شغل الحمد لله راهم بينوا رواحهم وبينوا رواحهم وطنيا، ان شاء الله دوليا ان شاء الله. هذا واش نتمناو لهم. كلمه ختاميه ممكن؟ قولي سي، يلا راه عندك كاش حاجه بغيت تقوليها؟ ان شاء الله نشرف الشيخ تاعي والنادي نتاعي دوليا ان شاء الله. ناخذ ميداليه في البطوله العالميه في المقامه في مارس ان شاء الله هذه الخطره ان شاء الله. ونشارك المؤهله ثاني هي لدكار الالعاب الاولمبيه ونشرفكم ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. والمحمد ايضا. محمد، ممكن عندك طموحات؟ واش راك باغي تكون في المستقبل؟ نشارك في بطولة وطنية. وطنيه شاركت فيها وراك ربحت فيها المركز الاول اصاغر، باغي تديها في الاكابر ثاني إن شاء الله. ان شاء الله بحول الله. طموحاتك سيد المدرب؟ ان شاء الله يوفقنا ربي ونرافقوا هاد الملاكمين ان شاء الله سنشوفوهم ابطال اولمبيين باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك سيد علاء الدين عيشون على حضورك معنا. نتمنى ان المرافقه توصلهم وتكلل بالنجاح ويكونوا ابطال الجزائر مستقبلا على المستوى العالمي، ليس فقط على المستوى المحلي او الوطني. تمنياتي لكم بالنجاح وبالفوز في كل المسابقات اللي راح تشاركوا فيها، بدءا من مسابقه مارس وما يليها. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette deuxième rubrique Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité.
Alors, je m'appelle Qadiri Nour El-Houda, je suis artisane, j'ai 38 ans, je fais la coloration des fils de laine. C'est un métier ancestral à Timimoun, ça date des années 40. Ce savoir-faire a connu une phase de déclin due au manque de matières premières et à l'introduction de produits chimiques sur le marché. Et c'est cher. Les artisanes ne pouvaient plus procurer cette matière de coloration, en plus du problème de la commercialisation des produits. Nous, en tant qu'association, nous avons redonné vie à ce métier. C'est un travail de plus de 15 ans, grâce aux aides fournies par d'autres artisanes algériennes qui avaient l'habitude de colorer avec des matières naturelles, telles que le henné, siwek et la garance. L'indigo aussi, des matières traditionnellement utilisées que les artisanes locales n'avaient pas les secrets de composition et le dosage nécessaire pour réussir à 100% la coloration. وللاسف هاد الحرفيات ما كانوش عندهم الوصفات يعني 100% ناجحه كانوا فقط العيارات بالتقريب. Durant notre visite aux différents musées nationaux, nous avons réussi à trouver d'anciens modèles de tapis originaires de Timimoun et qui datent d'avant 1949. Avec l'aide d'une association étrangère, nous avons pu faire le contact avec une très ancienne artisane qui a été formée à Timimoun dans les années 50. Elle est résidente à l'étranger, donc elle possédait le savoir-faire ancestral qu'elle a par la suite développé elle-même. Alors nous l'avons ramenée ici et elle était très bénéfique concernant les bases de coloration. Toutes les façons pour la réussir avec les matières premières qui se trouvent ici même. Les matières que nous utilisons, c'est le henné, le miswek, les écorces de grenade et d'oignon. Des matières qu'on trouve au niveau local, cependant les différentes étapes de coloration sont très fatigantes et qui prennent beaucoup de temps. En plus, ça consomme beaucoup d'eau pour laver la laine à plusieurs reprises. L'eau que nous utilisons pour la coloration est écolo. Elle est 100% recyclable, on peut même l'utiliser pour l'irrigation.
Timimoun est très connu par la couleur rouge de ses bâtisses. On obtenait jadis cette couleur à partir de la garance. 1 kg de garance nous teinte 1 kg de laine. Il y a aussi le kouchni que nous ramenons de l'étranger, car son obtention demande un élevage d'une sorte d'insecte qui n'existe plus ici. C'est une matière qui, 150 grammes d'elle, teinte environ 1 kg de laine. C'est très économique, contrairement au henné et au thé. بعد الصباغه نجيو لمرحله النسيج. النسيج حنا باش نبداو لازم لنا في المرحله الاولى كامل يقوموا Arrivés à l'étape de tissage, les artisanes doivent monter ce qu'on appelle SDA. C'est l'infrastructure du tissage à l'aide d'un fil en coton. Quand vous le voyez devant vous, c'est ça, SDA. هذا هو السدا. ومن بعد المرحله اللي يجي من موراها يقولوا Après, c'est au tour de Nira. C'est de ce fil-là que je parle. اللي تجي هنايا بالخيط اللي هي النيره. Pour qu'ensuite on commence le tissage. Les motifs et les tailles se varient selon la demande des clients. Par exemple, ce genre de tapis s'appelle al-qasriya. Elle se caractérise par sa couleur rouge qui prend plus de 90% de la couleur composante du tapis, que nous l'avons obtenu de la carence. Ce tapis est une commande d'une cliente étrangère résidente ici en Algérie. Cette cliente a aussi d'autres commandes de tapis. La commercialisation de nos produits, Dieu merci, est très satisfaisante. Nous n'avons plus de stock de tapis, tout a été vendu et nous avons encore plus de commandes que nous devons réaliser pour nos clients, qui la plupart d'entre eux sont des touristes ou des diplomates, car comme vous le savez, Timimoun est une ville touristique. Nous travaillons aussi avec des agences et des guides touristiques pour la promotion de nos produits. Et de notre atelier, ça permet à ces touristes de faire la connaissance de plus près de ces modestes artisanes et des différentes étapes de réalisation des tapis, ses origines, tout. Et voilà, c'était un reportage réalisé par notre collègue Jawida Bab Ahmed sur l'art du tissage de laine et la tapisserie traditionnelle artisanale au niveau de la wilaya de Timimoun. Toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre troisième et dernier plateau et nous allons parler de la santé mentale entre éducation et communication. Pour ce, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à mes côtés M. Rizqi Hassan. Bonjour, bienvenue. Je vous remercie de cette invitation et de notre présence. Donc, j'espère qu'elle serait bénéfique, le contexte prévu. Je n'en doute pas. Alors justement, on va commencer par définir ce que c'est que la santé mentale et à quel moment peut-on parler de santé mentale, surtout chez les enfants à bas âge.
Donc, tout se réfère à notre expérience de l'ensemble des prises en charge thérapeutiques ou là, de diagnostic de la population récente ou là, actuelle, étant donné qu'on est des membres, où, on appartient à cette société, mais notre spécificité, on observe plus et on peut mettre en évidence et conseiller. Donc, ce qui relève à la santé mentale, on peut mieux la définir comme c'est la résolution ou la formulation d'un ensemble de capacités qui permettent un fonctionnement d'un état prévu, d'une structure prévue, dans des situations bien déterminées. Okay? Donc, quelqu'un qui ne souffre pas, quelqu'un qui présente à tout le monde qu'il est bien, il n'a pas une demande, il fait pas une demande d'aide, il est là pour être toujours à une disponibilité d'interférer avec les autres. Il est très bien, il est en bonne santé, il est en bonne forme. Oui. Donc, il faut éviter d'utiliser la non-présence d'une pathologie, c'est la bonne santé. Pas forcément, j'allais dire que pas forcément, parce qu'il y a des gens qui le cachent bien. Parce que tout simplement, un métabolisme présent, prêt à interférer dans une situation donnée, n'est pas forcément en bonne santé mentale. Là, on parle qu'il est en bonne santé mentale parce qu'il interfère. Oui. Là, il est prêt à prendre et à donner, maintenant à échanger. Donc, à chaque moment de la vie, on a recours à présenter notre bien-être différemment. Oui, bien sûr. Parce que, par exemple, l'enfance, c'est l'activité, c'est la demande, c'est une hostilité, oui. C'est un narcissisme, mais tout semble pathogène, mais en réalité, c'est une activité. C'est une formulation bonne. Il est en bonne santé. Un enfant qui demande, un enfant qui interagit, c'est une énergie qu'elle interfère. C'est peut-être plus simple à diagnostiquer chez l'enfant. Quand on arrive à un certain âge, notre bonne santé, si on dit qu'on est en bonne santé, c'est notre capacité à donner. Mais ne pas. On prévoit moins à recevoir qu'on donne plus. Et c'est tout à fait l'inverse chez l'enfant. Un enfant, il est en bonne santé, ça veut dire qu'il est interactif, il bouge, il demande. Des fois, il présente même des oppositions à sa mère, à son père. Donc là, on dit vraiment, il est. La conscience, elle interfère avec une réalité propre dans une circonstance ou une situation donnée, X, même quand la situation, à table ou là, en groupe, etc. Donc, باش نقلعوا le doute على تاع المفهوم الشعبي هذاك ولدي مربي ولدي ماشي مربي. ما كانش un enfant مربي ولا ماشي مربي. Tous les enfants, ils sont des anges. Oui. C'est des anges. Et c'est des pages vierges. Donc, donc on n'a pas le droit de les juger. Donc l'éducation, on va essayer d'éclaircir la conception de l'éducation, la première enfance, et illustrer l'impact à la bonne communication sur la santé mentale et la santé psychologique. Alors justement, j'ai une question. Pourquoi la santé mentale est-elle encore perçue comme un sujet peut-être second par rapport à la santé physique? C'est-à-dire que les parents n'accordent pas forcément grand intérêt à la santé mentale, ou alors ils ne font pas vraiment attention au changement comportemental chez leurs enfants que lorsqu'ils font un diagnostic physique d'une pathologie quelconque de maladie. Parce que tout simplement, ce que j'ai observé, en dépit de mes prises en charge à mes patients,
Donc, ça, je m'excuse si maintenant j'utilise le concept de l'hypocrisie. Hein. Je sais, mais je dois cacher ce que je sais. Donc, Parfois, on refuse carrément d'y croire. Hein. le malheur, l'impact de l'attitude maternelle ou la paternelle hein, sur la santé psychologique et mentale de l'enfant, tout le monde s'en conscient. Mais quand je vais l'impact de mon comportement à mon enfant. Oui, c'est un impact Mais direct. il dit que non, il y a le déni. Je n'ai pas fait de mal. Il y a le déni. Et c'est pour cela que le côté matériel. Je dois concevoir ce que les autres peuvent voir. هذا هو معناه la défaillance de l'éducation. Ce que j'ai observé, je dis j'ai observé, parce que c'est une observation tantôt personnelle, que le processus d'éducation, il se réfère à l'évaluation des autres, Un environnement. sur le plan physique, sur le plan d'habits, sur le plan de rejour, t'as les joues, t'as le poids, et d'autres bêtes. Mais le malheur, tout le monde cherche à être sollicité par les autres. Ah, مربية بنتك لابس غاية، مربى لولدك راه لابس غاية. Vraiment, il est bien vêtu, hein. Vous êtes responsable. Hein. Il a beaucoup de jouets, il est inscrit à plusieurs clubs. Le malheur, ce qui fait le malheur de la santé mentale, c'est ça. Parce qu'un enfant, il n'a pas besoin de matériel, il n'a pas besoin de ses habits, entre parenthèses, il n'a pas besoin de ses jouets. Il a plus besoin de la présence de ses parents. D'absorber l'énergie positive, le bien-être de la maman, le bien-être de la famille. L'interaction, une énergie qui va se dégager. Où l'enfant, il va s'inspirer de ce bien-être familial. Oui. Donc là, tout simplement, l'activité familiale, elle va générer la bonne santé. Elle va générer le bien-être de l'enfant. C'était un environnement garanti autrefois dans les familles traditionnelles où la maman ne travaillait pas, elle était tout le temps à la maison, il n'y avait pas trop de stress, les grands-parents à côté, les oncles et tout. On avait cette atmosphère équilibrée où l'enfant s'épanouissait, loin aussi des écrans bleus. Très bien. Là, on est en train de mettre en évidence et on met le doigt sur la plaie que autrefois, en parenthèse, hein, les années exactes, mais il faut dire que l'impact de la société moderne a influencé directement la santé mentale. Donc, c'était une éducation spirituelle, une éducation d'amour, d'empathie, de sympathie, d'aide. J'existe pour mes enfants. Donc, c'est une existence spirituelle, non matérielle. De plus en plus je donne, de plus en plus que je suis satisfaite. Ah. Par contre, la société moderne, tout a bousculé, tout a changé. Entre parenthèses, la société pathogène. Hein? Toutes les pathologies sont là. Parce que la maternité, l'instinct maternel. La fibre maternelle. Oui. L'instinct maternel, maintenant, il se conçoit sur l'observable. Même la Josette تشوف بنت ولدها مثلا راه مسخ ما راهش لابس مليح راه منا معناها il pousse les mamans à matérialiser la relation mère-enfant. Mais en vérité, on doit apprendre à observer la gaieté. Le bien-être, l'épanouissement de l'enfant. C'est ça, le المشكل. Et le المثل يقول, parce qu'on sait bien que on ne peut récolter ce qu'on a semé. Hein? نشوفوا مثلا في les années 70-80, les générations, ils étaient moins agressifs. Hein? Plus tolérants. Tolérants,
humoriste, fraternel. Mais les années 90, 2000 surtout. 2000, Oui. on observe que même nos enfants, 6 ans, 7 ans, Renfermés sur eux-mêmes. il y a renfermé, il y a agressif, Oui. il y a manipulateur, il y a l'éveil social et une mort émotionnelle. Nos enfants ne sont rien, Ne vivent pas ils leur se enfance, confirment, tout simplement. ils se confirment socialement. Sur le plan social, ils se confirment. Sur le plan familial, ils se confirment. Je suis là, je suis méchant, je suis fort. Mais sur le plan émotionnel, il n'a rien. Il n'a même pas une empathie à son propre frère. Mais quand j'ai dit que le mérite de la compassion vis-à-vis de sa mère ou de son père. Mais c'est le problème. Et c'est dû à quoi? À l'éducation ou au manque de communication? Donc là, c'est le paradoxe. Justement, entre les deux. on Là, va c'est parler. le paradoxe. Parce que, étant donné que l'éducation, elle s'est conçue actuellement, elle s'est mise en valeur par la valorisation des autres, au sein Le regard de l'autre porté le sur ma regard, petite famille, oui. C'est la chose qui a elle a massacré la conception حتى تاع الكائن هذاك l'entité li parce que éduquer c'est semer. On doit produire quoi? Il y a on L'homme produit de un demain enfant, à la femme de demain, très bien, justement. on produit un être social, plein bon de citoyen. compassion, il est social, il aide, il se donne pour les autres, il est là pour vivre. Qui développe déjà le sentiment d'appartenance à sa petite C'est ça le problème. société, justement. Parce que cette éducation, oui. elle a développé la non-appartenance. On dirait qu'un enfant, même à 13 ans, 12 ans, il dit ouf, لو كان غير ما زدتش في هاد لا فامي كان غير وهذه نسمعوها بزاف. La famille ou البلاد ولا donc il y a pas mal Même de le problème que la réaction ou le vécu, il s'étend vers le temps et l'espace. ولا sur une mode كل وحده تقول لو كان غير ما جات ما لو كان غير فلانه جات ما. Donc c'est le déni de soi en vérité. Donc هذا هو المصيبة الكبرى. Donc on doit vraiment vivre le deuil maintenant. Parce qu'on est en train de produire des entités qui ne veulent pas nous appartenir. Oui. شغل Il y a راني déjà ندير في الرزق une rupture à l'intérieur. ندير au في sein du الرزق اللي ما noyau. غاديش يقعد لي. Oui. وهذه معناها لا معناها من نهضر على هذه لا كونسيبسيون معناها on doit mouler les deux entités, l'entité algérienne معناها ولا l'entité تاع les immigrants. Parce que رانا كاع في غرفة واحدة. كاع on va payer les pots cassés. C'est sûr. Donc on est algérien, on est algérien. نعيشوا في المريخ ولا نعيشوا في الجزائر ولا في en France ولا en Amérique ولا ailleurs. دائما نلقوا روحنا معناه dans notre entité معناه socio-culturelle. Alors, d'un point de vue parental, comment les parents peuvent-ils justement distinguer s'il y a un dysfonctionnement chez leur enfant pour sonner la sonnette d'alarme justement et se dire qu'il y a un mal quelque part? Très bien. Donc là, il suffit de mettre en évidence une approche très claire. Je dois observer, si comme parent, j'observe l'activité, l'interactivité, la demande à la chaleur de l'enfant, même des fois, il gêne les parents. Il ne gêne pas les parents. Au contraire, il vit, il est actif. Donc là, on dit qu'il est en bonne santé. Mais tu vois un enfant qui se retire, qui parle moins, Qui ne réagit pas. il ne réagit pas, ou là il est tantôt excité, ou là anxieux de la présence maternelle, il est à l'aise devant la télévision, il suffit que le père rentre, ça y est. Il change de tempérament. Il change de tempérament,
ولا يكون يلعب ولا يجو avec معنا ses frères. Il suffit que la maman معنا interfère تبان تكون في الكوزينه وتبان l'enfant change de معنا يسيزور etc. Donc هنايا نفهموا باللي il y a quelque chose. Il y a un problème qui se formule. Donc, on ne peut pas parler de traumatisme, on ne peut pas parler de maladie. Allez, alors à quel moment il faut justement consulter? Maintenant, on parle d'un dysfonctionnement. Un mal. Oui. Donc, d'une douleur. Oui. Il y a une souffrance quelque part. Absolument. Oui, mais quand est-ce qu'il faut consulter justement? On peut, la plupart du temps, les consultations, يبدو وينتا من تكون un état d'agitation de l'enfant. C'est-à-dire? L'enfant, il présente un état d'agitation. Maintenant, un enfant, il commence à casser, ou à insulter la mère, ou là, l'axe, maintenant, il ne veut plus manger, ou là, il présente des réactions neurovégétatives. Maintenant, des diarrhées répétées, tu as 3 mois, tu as 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, ou là, l'axe des constipations. Parce que le système neurovégétatif, il reflète le bien-être ou bien le mal-être de l'enfant. Un enfant, même s'il ne veut pas parler, son système neurovégétatif, il peut révéler, il révèle à la famille ou au spécialiste. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Donc on doit se référer, ou bien le sommeil. Aussi, oui. Donc on a le sommeil, des fois un enfant insomniaque qui passe des fois heures et des heures. Des fois l'axe. Il dort trop. Il dort trop. Maintenant, il ne veut pas quitter son lit, il ne veut pas quitter sa chambre. C'est la fuite. Ou là, des fois, c'est la fixation sur un prototype ou là, une nature de nourriture, مثلا. Ou là, le refus. Je ne mange pas le plat, مثلا. Maintenant, il commence à présenter une hostilité permanente. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Maintenant, il veut transmettre un message. Mais de quelle façon on doit interférer avec cette situation? Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on devrait... la communication. Oui, donc j'aimerais bien brièvement parler du rôle de la communication dans la famille. Brièvement. Donc, je vais résumer maintenant en une phrase. La bonne santé mentale, ou bien la santé mentale est référentielle, ou là est s'induit d'une communication harmonieuse, une communication saine, claire et active. Au sein de la famille. Surtout le principe il parle, j'écoute. J'aimerais bien que tout le monde prenne conscience qu'on n'a pas le droit de parler tous ensemble. On est en train de brouiller notre état de conscience. Le vrai mal qu'on se fait actuellement au sein de nos familles, c'est qu'on perçoit parler tous ensemble comme une discussion normale et naturelle. C'est le vrai cancer. Et je revois. J'espère qu'on aura l'occasion de développer encore plus ce même sujet. Je vous remercie pour toutes ces informations. Monsieur Lahsen Rizqi, j'ai été très ravie de vous accueillir. Chers téléspectateurs, voilà, nous arrivons au terme de notre émission de ce jeudi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bien sûr, je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, les invités qui m'ont honoré de leur présence. Soyez prudents sur les routes. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.